Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire Khaled Kelkal constitue aujourd'hui l'essentiel de l'actualité. L'homme a été abattu hier soir dans la région de Lyon où il se cachait depuis plusieurs semaines. Et en milieu de matinée, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Jean-Louis Debré, qui sera d'ailleurs tout à l'heure notre invité, déclarait qu'il avait la conviction, le sentiment que lui et son groupe étaient de près ou de loin liés à au moins 4 des 7 attentats ou tentatives d'attentats qui ont eu lieu en France cet été. Mais tout de suite, le rappel des faits tels qu'ils se sont déroulés peu avant 20 h hier soir. Michel Fine, Jean-François Becquet. Autour du corps sans vie de Khaled Kelkal, les hommes de l'escadron parachutiste de la gendarmerie nationale sont un peu nerveux. Il est à peine plus de 20 h, la cavale de l'homme le plus recherché de France vient de se terminer devant un arrêt de bus en plein village de Vaugneray. Lorsqu'il a vu arriver les gendarmes, Kelkal n'a pas bougé. Puis au bout de quelques secondes, dans un geste presque suicidaire, il a pointé vers eux son pistolet 7,65. Ils ont fait les sommations et Khaled Kelkal a mis la main à son arme, qui était une arme de poing, qu'il a sortie derrière son dos et a tiré. Les gendarmes ont riposté. Khaled Kelkal s'est couché à terre. Les gendarmes ont crié « halte au feu ». Khaled Kelkal a de nouveau riposté et c'est dans un deuxième tir que les gendarmes présents ont définitivement neutralisé Khaled Kelkal. Ok, c'est bon! C'est bon, c'est réglé. Attends, bouge pas. Non, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Très vite, le quartier est bouclé, les journalistes sont éloignés, la gendarmerie procède aux constatations d'usage. Sur le corps de Khaled Kelkal, on retrouve une carte, une boussole, un couteau. À Vaugneray, les habitants commencent à être rassurés. Soulagé de pouvoir sortir en paix, quoi. Parce que c'est pas... Est-ce que vous aviez une petite crainte ces derniers jours? Ouais, on n'osait pas beaucoup sortir, même pas prendre le bus parce que c'est jamais. Dommage qu'ils finissent comme ça. C'est un être humain, quoi. À minuit et demi, le fourgon mortuaire emmène le corps de Khaled Kelkal vers l'Institut médico-légal de Lyon. Il devait être autopsié dans la journée. Et très tôt ce matin, gendarmes et enquêteurs étaient de nouveau sur place pour examiner les lieux de la fusillade et tenter de comprendre comment Khaled Kelkal avait pu, pendant 48 heures et plus, échapper aux recherches. Didier Guyot, Philippe Lévesque. Plusieurs fois dans la journée, les gendarmes se sont rendus sur les lieux de la fusillade afin de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Il s'agit de décortiquer l'action de la patrouille qui est intervenue et les gestes de Khaled Kelkal. Tous les témoins présents sur place hier soir ont d'ailleurs d'ores et déjà été entendus. Mais les enquêteurs aimeraient aussi en savoir un peu plus sur la longue fuite de Khaled Kelkal. On descend pour ici, c'est mieux. Persuadés que pendant 2 jours il s'est terré quelque part, les gendarmes fouillent encore les fermes inhabitées ou les cabanes isolées. Khaled Kelkal a peut-être laissé des affaires derrière lui. Mais c'est vraisemblablement hier, à la tombée de la nuit, que le fugitif est sorti de l'inextricable forêt de Malval. Un petit sentier escarpé et situé loin des regards indiscrets qui serpentent dans la montagne débouche non loin de là. Un sentier que, selon les villageois, il aurait très bien pu emprunter. À 500 mètres de là, en plein cœur du village, on préfère oublier, la fête foraine a envahi les esprits. Les gens sont soulagés quand même, ils sont bien soulagés que ça soit fini. Maintenant, de la façon que ça s'est passé, je ne sais pas s'ils sont tous satisfaits. Ouais, ils ont bien fait, ce qu'ils ont fait c'est bien, impeccable. Ils ont fait leur boulot, avec beaucoup de sang-froid, et ils sont bien passés là, impeccable. Pour certains, anxieux et apeurés, les journées de mercredi et de jeudi ont été très difficiles, des journées que l'on espère ne plus revivre. Alors ce soir, quel est le point de vue des enquêteurs sur l'ensemble de cette affaire, sur l'importance du groupe de Khaled Kelkal? S'agit-il d'exécutants, de meneurs? Ont-ils agi isolément? Sont-ils manipulés de l'extérieur? Autant de questions qu'on se pose ce soir, Michel Fine. Effectivement, ce soir, le sentiment des enquêteurs est double. D'abord, c'est vrai qu'il est établi que Khaled Kelkal a participé à un
un attentat ou plusieurs tentatives d'attentats à Paris et dans la région de Lyon. Mais ce soir, les enquêteurs pensent qu'il n'y a pas participé de sa propre initiative et qu'il n'a pas certainement pas été à l'origine de la conception logistique de ces attentats. Les enquêteurs pensent que Khaled Kelkal et ses amis ont été... Les enquêteurs pensent que Khaled Kelkal et ses amis ont été manipulés, qu'ils ont été manipulés par des islamistes beaucoup plus convaincus qu'ils ne l'étaient eux-mêmes, beaucoup plus radicaux. Et ils s'intéressent aujourd'hui à un monsieur qui s'appelle Jamel Lounissi. Jamel Lounissi a été arrêté en Italie en mai 1995. Il est aujourd'hui présenté comme l'un des responsables, l'un des plus hauts responsables des groupes islamiques armés, des GIA en Europe. Il s'occupait notamment des transferts d'armes à travers l'Europe, la Suède, l'Allemagne, la France, vers les maquis algériens. On sait aujourd'hui avec certitude que Jamel Lounissi a effectué un ou plusieurs séjours dans la région de Lyon. Et les enquêteurs pensent que ces séjours ne doivent rien au hasard et que Jamel Lounissi pourrait en avoir profité pour nouer des contacts, voire donner des directives. Merci Michel. En fin de matinée, toujours aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, M. Jean-Louis Debré, qui s'exprimait pour la première fois depuis pratiquement le début de l'ensemble de ces enquêtes, établissait un lien direct ou indirect entre la grande majorité des attentats de cet été, en commençant par le meurtre de l'imam Sahraoui à Paris le 11 juillet dernier et le groupe donc de Khaled Kelkal. Christophe Tortora. Ces armes, saisies par les gendarmes en pleine forêt sur le campement où se trouvait Khaled Kelkal, rapportées dans ces sacs plastiques, ont permis de faire progresser l'enquête. Après leur analyse, les inspecteurs ont établi un lien entre Khaled Kelkal, son complice et ami Karim Koussa et certains attentats commis cet été. D'abord, le fusil à pompe retrouvé dans la forêt de Vogneret est celui qui a servi à abattre le cheikh Sahraoui le 11 juillet dernier à Paris. On ignore encore qui a tiré. En revanche, d'après l'expertise balistique, les cartouches abandonnées devant la mosquée à Paris sont les mêmes que celles retrouvées dans le bois près de Lyon. Ce sont toujours les mêmes cartouches que l'on a retrouvées 3 jours plus tard au cours d'une fusillade à Bron. Selon le ministre de l'Intérieur, Kelkal avait un complice dans l'assassinat du cheikh Sahraoui, Karim Koussa, blessé lors de son arrestation dans la forêt. Dans la conférence de presse qu'il a tenue ce matin, Jean-Louis Debré a donné d'autres informations sur le rôle de Kelkal et de Koussa dans les différents attentats de cet été. L'attentat commis le 25 juillet dans le RER et qui, je vous le rappelle, a fait 7 morts et 92 blessés. J'ai maintenant le sentiment, pour ne pas dire plus encore une fois, que c'est la même équipe qui y a participé. Sur l'attentat de la place Saint-Michel, le ministre de l'Intérieur n'apportera aucune autre précision. La bombe ? Jean-Louis Debré est revenu également sur l'attentat de la place de l'Étoile. Selon lui, l'engin devait exploser en plein milieu des Champs-Élysées. Les terroristes n'auraient pas eu le temps de le déposer là où ils le souhaitaient. Jean-Louis Debré a aussi révélé des similitudes entre la bombe qui devait exploser au passage du TGV, bombe sur laquelle les empreintes de Kelkal avaient été retrouvées, et la bombe déposée dans une sanisette dans le 15e arrondissement de Paris. Le système de retardateur des 2 engins est identique, un procédé rudimentaire selon la police. Les enquêteurs vont maintenant tenter de comprendre le rôle de chacun. Ils s'intéressent aux connexions qui existent entre Kelkal, Koussa et les islamistes arrêtés à Chasse-sur-Rhône, toujours en région lyonnaise, début septembre. Avec nous, le ministre de l'Intérieur, Monsieur Jean-Louis Debré. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. 2 mois d'enquête depuis le 11 juillet, depuis le meurtre de l'imam Sahraoui, Jean-Louis Debré, et cette fois-ci, le premier résultat tangible. Oh oui, en 2 mois, les résultats ont été exceptionnels. Et s'il a été ainsi, je crois que c'est pour 4 raisons. La première, il y a eu une mobilisation exceptionnelle des services de police. 20 000 policiers, 2800 militaires. Il y a eu, il faut le dire, une coopération très bonne entre les différents services de police, de renseignement et ceux qui agissaient sur le terrain. Il y a eu le soutien des Français, car les Français, il faut bien le voir, nous ont aidés, ont compris quelle était ma détermination, ont compris quelle était l'action de la police et ils nous ont soutenus. Et puis enfin, l'enquête a été faite avec méthode, avec sérieux, avec professionnalisme. Et nous nous sommes fondés, non pas sur des témoignages, non pas sur des impressions, nous nous sommes fondés sur des éléments matériels,
objectif, c'était un travail minutieux, difficile, et les services de police, à qui je voudrais rendre hommage, eh bien, ont bien travaillé et nous avons le fruit de ce travail. Jean-Louis Debré, vous avez dit aujourd'hui, j'ai le sentiment, j'ai la conviction que Khaled Kelkal et son groupe sont liés à au moins 4 des 7 attentats ou tentatives d'attentats de l'été. Vous n'avez pas prononcé le mot preuve. Non, parce que c'est à la justice de procéder aux enquêtes qui vont déterminer la culpabilité des uns et des autres. Ce que j'ai simplement dit, c'est qu'en regardant l'ensemble de ces attentats ou tentatives d'attentats, il y avait d'une part des éléments objectifs, matériels, et d'autre part des éléments de similitude. Éléments matériels, objectifs, qui permettent de rapprocher ces différents attentats. Ce sont les armes, les munitions, les cartouches qui sont trouvées. Je n'entre pas dans les détails, mais des expertises extrêmement précises ont été faites pour faire ces rapprochements. Éléments de similitude aussi, parce que la confection des engins explosifs, le système de mise à feu, le système de retardement, les mécanismes de retardement sont des mécanismes qui présentent tous des caractéristiques bien précises. Et je vous le dis, mais la justice va travailler, j'ai, moi, le sentiment que c'est la même équipe qui a procédé aux différents attentats ou tentatives d'attentats. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient tous interpellés aujourd'hui, ce qui veut dire simplement que Kelkal, ainsi que son complice qui a été interpellé par les services de police Karim Koussa, sont bien impliqués dans l'ensemble de ces attentats. Mais vous savez, M. Bilalian, depuis 2 mois, nous avons interpellé près de 200 personnes, 30 ont été mises en détention. Tout ça, c'est un travail minutieux qui nous permet aujourd'hui de fonder notre enquête, non pas sur des témoignages, mais sur des éléments matériels précis. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'avec la mort de Khaled Kelkal, l'arrestation de ses complices, la menace terroriste sur la France a totalement disparu ou baissé d'un cran? Non. Je ne cherche pas les degrés de cette menace. Elle existe, elle demeure. Depuis 2 mois, nous avons collecté un certain nombre d'informations, d'indications qui nous permettent de dire qu'il faut rester vigilant, et c'est pour ça que je souhaite que le plan Vigipirate soit maintenu en application autant que nécessaire. Alors, est-ce que vous pensez que ce groupe, Khaled Kelkal, a agi par conviction politique ou religieuse de sa propre initiative, ou bien est-ce que vous pensez qu'il est manipulé directement de l'extérieur par des extrémistes du GIA, par exemple? Depuis le début de ces attentats, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé, et lorsque j'ai parlé en évoquant des faits précis. Je ne peux pas répondre à votre question. C'est à l'enquête qui va se dérouler, continuer à se dérouler, de répondre à cette question qui est une question essentielle. Alors, Monsieur Debré, encore une question. Khaled Kelkal, ses complices sont-ils des terroristes que l'on peut dire confirmés, des gens qui sont extrêmement dangereux? Écoutez, à partir du moment où vous posez des bombes, à partir du moment où vous posez une bombe dans un RER qui fait 7 morts, 92 blessés, à partir du moment où vous êtes capable de poser des bombes sur les marchés, où vous essayez de faire sauter un train, ce sont des agissements de criminels. Ce que je voudrais dire en terminant, Daniel Bilalian, si vous me permettez, c'est qu'il faut aujourd'hui demeurer vigilant. Il faut aujourd'hui conserver son sang-froid, mais il faut aujourd'hui continuer à être déterminé comme je l'ai été depuis le début de cette affaire. Les services de police restent mobilisés, les services de police ont fait peur de professionnalisme, eh bien nous allons continuer dans cette voie, car c'est la seule voie qui va nous permettre d'éradiquer progressivement les menaces terroristes. Monsieur le ministre, je vous remercie. J'ajouterai simplement à ce que nous venons de dire sur cette affaire qu'aujourd'hui, il y a eu des prises d'armes et d'explosifs dans le sud-est de la France, 44 kilos d'explosifs, 800 détonateurs, et qu'on a interpellé sur place dans le sud-est de la France, dans la région d'Apt et de Sisteron, un individu d'origine allemande qui a été arrêté et qui est actuellement interrogé par la police.
Nous passons à l'actualité internationale. Aujourd'hui, l'émissaire américain M. Holbrooke a rencontré le président bosniaque Izetbegovic à Sarajevo pour essayer d'appliquer concrètement sur le terrain les accords signés à Washington cette semaine. Pour autant, à Sarajevo, on n'attend pas que les problèmes soient définitivement réglés pour tenter d'effacer, disons, les traces les plus voyantes de la guerre. Laurent Boussier, Alain Dubas. Elles sont là, immobilisées depuis plus de 4 ans, dans les endroits les plus divers. Dépouillées, rouillées, parfois dangereuses pour les enfants qui jouent avec. Des milliers de carcasses de voitures, Lada, Zastava et autres Yugo, surprises en avril 92 par le début de la guerre. Opération de salubrité publique, premier signe tangible pour les habitants que la paix se rapproche peut-être de Sarajevo. Depuis hier, les autorités de la ville, avec l'aide des bataillons de génie des casques bleus français, ont décidé le grand nettoyage et l'enlèvement des carcasses. Les engins de génie s'en donnent à cœur joie. Extraction, compression et évacuation sous l'œil ravi des habitants de la ville et la protection des mitrailleuses de la Fort Pronu. Dans le cadre des accords qui sont en train de se passer entre les différentes parties, la Fort Pronu a décidé de donner un grand coup de balai dans cette ville afin de permettre aux habitants de revivre dans les meilleures conditions. Un nettoyage qui n'est que la première partie du retour à la vie normale. Déjà, les services de voirie sont au travail et des vitres sont petit à petit reposées aux fenêtres. L'envie de paix est si forte que les Sarajeviens font comme si la guerre était déjà finie. La situation est apparemment calme aux Comores, 2 jours après le coup d'État auquel a participé le mercenaire français Bob Denard. La France reste décidée pour l'instant à ne pas intervenir militairement, même si le Premier ministre comorien, actuellement réfugié à l'ambassade de France à Moroni, la capitale des Comores, renouvelle sa demande d'intervention auprès du gouvernement français. Après le tunnel sous la Manche, décidément, les Anglais sont en train de s'attacher vraiment solidement au continent. À partir de demain, ils passent définitivement au système métrique, à quelques exceptions près toutefois. Bernard Lebrun à Londres. Le monstre métrique, un monstre européen à 8 têtes qui crache des amendes et des pénalités. Premiers opposants à cette révolution d'octobre, la Fédération des petits commerçants n'y est pas allée de main morte pour dénoncer la mise au pas d'un Royaume-Uni contraint par Bruxelles de perdre ses pieds et ses pouces. Il est désormais illégal d'ignorer le système métrique. Cela peut entraîner une amende allant jusqu'à 40 000 francs. Et si les commerçants ne peuvent pas payer, ils sont alors passibles de peine de prison. Et ce serait ridicule pour une petite entreprise d'être punie parce qu'elle ne s'est pas adaptée. Selon les sondages, 52% des Britanniques soutiennent le système impérial, en clair les pieds et les pouces, et 37% seulement approuvent l'adoption du système métrique. 11% demeurent sans opinion, mais surtout on retiendra que 100% n'y comprennent rien. Moi, je trouve ça un peu compliqué. Les gens de mon âge prendront du temps à s'y habituer. Par exemple, sur ce marché, jusqu'à l'an 2000, le commerçant pourra utiliser ses poids en pounds et en ounces. En revanche, dès dimanche, dans les rayons, tous les produits pré-emballés devront afficher leur poids en kilogrammes. L'incontournable pinte, qu'elle soit de lait devant les portes ou de bière dans les pubs, sera conservée. Mais l'on précisera sur le verre qu'elle mesure 568 millilitres et cela change tout en effet. Côté voiture, il y a des années que les compteurs sont doubles en miles et km/h. En revanche, sur les routes, les panneaux indiqueront jusqu'à l'an 2000 les distances en miles, soit 1 km 609 mètres. Pas simple. J'ai appris le système métrique à l'école. Pourtant, au quotidien, tout le monde utilise les pierres pour le poids et les pieds pour la hauteur. Combien mesurez-vous? 5 pieds 5 pouces. Ça devrait faire 1m68, je crois. Combien pesez-vous? 11 pierres. En kilos? On n'est pas très métrique, n'est-ce pas, ici? Bref, comme disent les antimétriques, sachant que les avions conserveront leur altitude en pied, on peut désormais monter au ciel en impérial et descendre en enfer en métrique. Retour en France, ce matin ont eu lieu à Solliès-Pont, dans le département du Var, les obsèques de la famille du jeune Éric, auteur de la tuerie de Cuers, c'était dimanche dernier. Obsèques dans le recueillement et sans incident au lendemain de l'enterrement des 10 autres victimes de la tuerie de Cuers. Un mot de politique française maintenant. Le président de la République, M. Chirac, a rencontré ce matin à l'Élysée M. Philippe de Villiers. À sa sortie, s'exprimant sur l'actualité, l'ancien candidat à l'élection présidentielle
a estimé qu'il fallait accélérer la reconduction aux frontières des étrangers en situation irrégulière ou des délinquants. Et puis à propos de l'action proprement dite du gouvernement de M. Juppé et de M. Juppé, le jugement de M. de Villiers est sévère. Écoutons-le. J'ai dit au président ceci, le gouvernement aujourd'hui est en train de gripper tous les moteurs, l'investissement, l'épargne, la consommation, et de briser l'élan. Je lui ai dit qu'il fallait d'urgence donner des signes forts, arrêter l'immigration, promouvoir la famille et baisser les impôts pour pouvoir relancer l'emploi. J'ai été rassuré de voir le chef de l'État à la fois serein, attentif, intéressé au sens de l'intérêt national et qui aujourd'hui affiche la sérénité mais aussi l'inquiétude devant la gravité de la situation de notre pays. La France s'apprête d'un instant à l'autre, dans les jours qui viennent, à procéder à son deuxième essai nucléaire. Il sera, selon les spécialistes, 3 fois supérieur en puissance au premier, qui a eu lieu il y a 15 jours. Cet après-midi, à Paris, plusieurs milliers de personnes ont défilé pour protester contre ces essais. Le cortège était essentiellement composé de militants des jeunesses communistes, socialistes et des partisans de Greenpeace. Défilé également dans les rues de Toulouse et de Nancy. Un peu de détente maintenant avec le salon de la caravane, une forme de vacances appréciée des Français. Cette année, parmi les nouveaux modèles, la caravane pliante. Mathieu Huchet, Nathalie Gallet. Christian, Isabelle, Marion et Estelle font du camping. Alors tout naturellement, ils sont venus découvrir les nouveautés du salon du camping. Amoureux de la montagne, ils recherchent une caravane pliante. Une formule en plein boom, car peu encombrante. À l'intérieur, le vendeur embusqué les attend. Les enfants, eux, visitent dans les moindres recoins. Première réaction. Donc là, c'est un peu le flou et l'abstrait. Et on commence en plus par un nouveau concept. Alors, il faut quand même qu'on voie ailleurs. Mais sinon, elle a l'air très jolie au niveau des couleurs, elle est sympathique. Les enfants ont l'air de l'aimer énormément. On verra. Isabelle et ses 2 filles sont plutôt emballées. Papa lui demande une démonstration pour tester le produit. Chrono déclenché, 1 minute et les chambres sont installées. Le vendeur, lui, sait que la vente se joue à cet instant. On va faire des démonstrations, on va prouver à tous les clients que en 2 minutes, un client peut s'installer pour faire de l'itinérant. C'est OK? Ok, à moins de 30 000 francs, la formule est attrayante, mais la famille Poulain réfléchira. Pas le temps de traîner, il faut trouver une caravane pour les grands-parents. Cette nouveauté futuriste est attrayante, mais à 70 000 francs, c'est un peu cher. Dernière halte, rien que pour les yeux, devant ce camping-car de 300 000 francs. Et la famille repartira, comme elle est venue, en voiture. Chacun ses rêves maintenant. Le salon mondial du 2 roues, toujours à Paris. Après les nouveaux modèles rappelant les années 60 que nous avons présentés hier soir, immédiatement les modèles de rêve. Marc Maisonneuve, Philippe Deslandes. Pur produit de l'imagination et invendable car elle n'a pas de prix. Chaque pièce est faite à l'unité pendant des heures. Dans son rêve, le créateur n'avait pas de calculette. Avant d'être une mode, le tuning est un art, celui du dépouillement et de la transformation. La base triomphe, le prix 96 000 francs, 30 000 francs de plus que l'origine. Une moto s'expose, mais ce n'est pas un tableau de maître, car elle est faite pour rouler, pour aller là où c'est beau. Rêve de puissance, de vitesse, une idée de législateur, avant toute chose. Cette moto, c'est un tapis volant et c'est très agréable d'être sur une moto, d'écouter la radio, la musique, les cassettes, parce qu'on peut le faire sur cette moto-là. Pour 130 000 francs, la radio est stéréo, appréciable. Comment vient-on à ces rêves anglais ou américains ou encore français, comme ce sidecar simple, on tombe dedans tout petit, souvenir. C'est une vieille Tero qui ne fonctionnait pas et que mes parents m'ont laissé acheter en pensant que je ne saurais pas la faire fonctionner. 6 mois plus tard, elle roulait. Rêve de champion de France, exemplaire unique, elle vaut plus d'1 million de francs. Mais quand on réalise ses rêves d'enfant, on ne les brade pas au quotidien. Tous les jours, non, je préfère rouler en voiture. Je me sens plus en sécurité en voiture qu'en moto sur la route. Rien que pour vos yeux, un rêve de gosse, un rêve de course, à 2 pas de chez vous. Pas trop vite tout de même. Une journée en or pour les sportives françaises, à Bogota pour les cyclistes, au Japon pour les judokates. Christophe Duchiron.
Un jour, un sale type, un ignorant sans doute, a dit des femmes qu'elles étaient le sexe faible. C'est une erreur. Aujourd'hui, on peut vous le dire, avec des trémolos dans la voix, nos Françaises à nous, elles ont fait fort, avec des médailles et des records. En judo, sur le tatami de Chiba au Japon, prenez Marie-Claire Restou, en finale des moins de 52 kilos, contre l'Argentine Mariana. Quelques grammes de finesse, dans un monde de brut, dit-on. Eh bien, c'est avec une grâce toute féminine que la Française s'impose, en infligeant une clé de bras à son adversaire. Pour la finesse, faut voir. Enfin bon, nous, ça nous fait une fille en or, et nous, les hommes, on en redemande. Sur la piste de Bogota, une étoile est née. Une étoile, c'est féminin, et Félicia Bélanger n'en finit pas de briller. De l'or il y a 2 jours sur 200 mètres, et encore de l'or cette fois-ci sur 500 mètres. On peut en conclure que Félicia n'est pas une femme d'argent, ce qui en général plaît aux hommes. En 34 secondes et 17 millièmes, elle devient championne du monde. Elle aussi a droit à la Marseillaise. Maintenant, et c'est un homme qui vous le dit, quand elles se mettent à gagner, les femmes de France, elles n'ont pas d'égal. La Formule 1 maintenant, le Grand Prix du Nürburgring en Allemagne. David Coulthard, vainqueur dimanche dernier au Portugal, Grand Prix d'Estoril, partira de nouveau demain en tête de la course. Lionel Chamoulot, Jean Cornu. Une hola sur le circuit. Le public veut se réchauffer et surtout il réclame du spectacle, car pendant quasiment une demi-heure, pas de voiture en piste. Schumacher signe les autographes, il, comme la plupart des pilotes, scrute le ciel. La piste est légèrement humide, personne ne sort. En fait, cette attente profite à David Coulthard. Hier, il a été le plus rapide, c'est lui qui est en pole position. Fin de saison superbe pour ce jeune Écossais de 24 ans, vainqueur de son premier Grand Prix dimanche au Portugal. Longtemps dans l'ombre de Hill, Coulthard éclate complètement et pourtant il sait qu'il ne pilotera plus la saison prochaine pour Frank Williams. Cela a peut-être galvanisé David qui réussit sa 3e pole de suite. En fait, je prends les choses comme elles viennent. Aujourd'hui, j'étais concentré sur la pole position. Demain, je ferai tout pour gagner mon 2e Grand Prix. Pourtant, Hill et Schumacher, qui jouent le titre mondial, ont tout tenté pour mettre Coulthard à la raison, mais sans succès. En tout cas, chez Renault, on est ravis. Williams et Benetton sont devant et largement. Henri Lecomte est venu voir le travail des motoristes français et il est devenu un fervent supporter de Coulthard, qu'il est le premier à féliciter à la sortie de son baquet. Ils ont un peu la pression comme nous, quoi, mais encore plus, parce que là, dès qu'il sort du baquet, il a tout de suite la pression de la presse, qu'est-ce qu'il en pense, et puis c'est sûr qu'il est en pole position, c'est quand même mieux pour un Grand Prix, quoi. C'est sûr que c'est mieux pour le poulain de Jackie Stewart, écossais comme lui. David Coulthard, qui l'année dernière a débuté sa carrière en héritant du volant d'Ayrton Senna. Peut-être un signe. Je n'ai pas trouvé de transition et j'en ai pas cherché d'ailleurs pour vous parler du retour de la vigogne, une laine très rare et très chère que l'on tond sur le dos de la vigogne, qui est une sorte de lama vivant en altitude dans les Andes. J'ai trouvé ça dans le Larousse cet après-midi. Cette race était pratiquement en voie de disparition, mais au prix du kilo de vigogne, des éleveurs se sont dit que c'était là une bonne affaire et la vigogne réapparaît cette année dans le vêtement de luxe. Marie-Josée Le Picard, Jean-Louis Bousser. Pour la première fois au Salon professionnel des tissus, arrive le lainage désormais le plus cher du monde, la vigogne. Chassée, braconnée depuis des siècles pour sa fourrure, en voie d'extinction, la vigogne qui peuplait les montagnes des Andes est protégée depuis 1973 par la Convention de Washington. Mais depuis l'année dernière, les paysans des Andes ont l'autorisation de rassembler les hardes pour les tondre tous les 2 ans. Chaque toison fournira finalement 100 grammes de duvet pour le tissage. Un duvet aéré, chaud en haute altitude, un duvet de 12 microns, beaucoup plus fin que celui si renommé des chèvres cachemire. 2 tisseurs italiens, Loro Piana et Agnona, ont signé un accord de commercialisation avec les paysans péruviens. Ça n'arrive pas souvent à un industriel ou à un business, à un groupe industriel, de pouvoir participer au sauvetage d'une race. Pour un manteau, pour un châle, il faut la toison de 35 vigognes. Et le prix est fixé à 5 fois celui du cachemire. Tout ce qui est rare est cher. C'était l'ouverture de l'exposition Cézanne au Grand Palais à Paris aujourd'hui. Bison futé de la culture avait annoncé une file d'attente interminable. Eh bien non. Inquiets ou profitant du système de réservation par Minitel, les visiteurs ne se bousculaient pas à l'entrée. Nicolas Vinclair, Vincent Maillard. L'ouverture des portes. On nous avait promis une journée folle. C'était censé être épuisant, des heures et des heures d'attente, les pieds en compote
Eh bien, pour ne rien vous cacher, rien dans les mains, rien dans les poches, il en va des grandes expos comme des départs en vacances. C'est toujours la même musique. Il suffit qu'on crie à la journée rouge pour qu'il n'y ait personne sur les routes. C'est bizarre, hein, c'est curieux. Parce que d'habitude, pendant 2 semaines, il y a un max de gens. Hein. Et oui, personne. C'est effectivement bizarre et curieux. Tous les Parisiens ont pensé la même chose, ce serait noir de monde, alors tous les Parisiens ont fait pareil, ils sont restés chez eux. À l'arrivée, ça donnait des provinciaux et des étrangers ravis d'être les seuls à faire la queue. D'où est-ce que vous venez, mademoiselle? De Villemoisson-sur-Orge. Pardon? Villemoisson-sur-Orge. Oui. Et vous, monsieur? Vous speak English? Vous venez d'où, monsieur? Lisbonne. Monsieur? L'Amérique. Vous venez d'où, mademoiselle? Nous sommes des touristes allemands et nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas éviter les baigneuses, mais nous pouvons éviter les bains de foule. Ils sont donc quelques privilégiés à avoir vu aujourd'hui cette exposition historique qui réunit des œuvres venues de collections particulières et de musées du monde entier. Monsieur, bonjour. Vous avez vu l'exposition? Oui. Alors? Eh bien, pour un sportif, c'est très culturel. Et pour un culturiste? Non. Vous avez les yeux encore pleins des couleurs des sésames, non? Oui, c'est très joli, très. Ben, on a envie de tout avoir chez soi. C'est vrai, même s'il vaut mieux sans doute que les tableaux restent à leur place, alors madame, laissez à Cézanne ce qui appartient à Cézanne. Dans un instant, la météo avec Sophie Davant, 20h45, n'oubliez pas votre brosse à dents avec Nagui qui n'est plus à présenter, 23h15, boxe, championnat du monde WBO, 0h30, dernier journal, Florence Daucher. Quant à nous, on se retrouve pour ma part avec beaucoup de plaisir demain à 13h. Au revoir, bonne soirée sur notre chaîne.